on est presque le 17 juin, on est dans la nuit du 16 au 17, donc c'est le moment où le roman bascule en fait, bascule dans un autre jour. Effectivement, c'est un moment de basculement parce que tout peut être relu dans une autre langue, c'est comme une traduction presque, ce texte, de l'ensemble du livre, mais dans la voix d'une femme, dans la langue d'une femme. Et en effet, on peut avoir l'impression que le oui qui ouvre, le yes qui ouvre ce qu'on appelle sans doute un peu improprement le monologue, et ça on pourra en reparler, mais ce oui qui ouvre le monologue et qui le clôt, on peut l'interpréter comme un oui au mariage, puisque à la fin, elle re-raconte la demande en mariage, ou elle accepte de nouveau peut-être le mariage. Mais on ne sait pas finalement à quoi elle dit oui, et on ne sait pas d'où vient ce oui. Et juste avant, elle dit quand même, avant de dire oui, elle dit autant lui qu'un autre. Donc c'est un rapport au mariage qui est un consentement, mais qui est quelque chose qui m'apparaît être comme peut-être la raison des femmes, ou la raison non rationnelle des femmes, qui est un non mais oui. Et que le masculin, ce serait toujours un oui mais. La raison, c'est ça, la rationalité, c'est oui mais, et hop, on va attraper une antithèse, ou on va toujours fonctionner. Ça serait ça l'ordre ou la loi masculine, le oui mais. La femme, c'est l'inverse, c'est non mais. Non mais oui. Et ce oui est donc un consentement beaucoup plus large qu'au mariage, me semble-t-il, ou qu'à la loi des hommes, puisque c'est l'affirmation, et c'est ce qui est le plus extraordinaire dans ce texte, l'affirmation de son propre langage, qu'une femme est capable d'être le sujet de son langage. Je crois que c'est la première fois, peut-être la seule, peut-être la seule, où la femme est entièrement sujet de son désir et de son langage. Et donc évidemment, ça va au prix d'un bouleversement de tout, de la langue bien sûr, puisque de la syntaxe. La syntaxe, même étymologiquement, c'est l'ordre. Et en la faisant exploser, Molly, alors on pourrait peut-être dire Joyce, mais pour moi c'est Molly. Ça n'est pas Joyce exactement, enfin en tout cas ça ne peut pas se résumer à Joyce. Molly imprime dans la langue cet autre ordre ou ce désordre, ou quelque chose qui n'avait jamais été entendu auparavant, et qui est la possibilité pour une femme d'être sujet de son désir, sujet de son langage. Et aussi peut-être le plus troublant, c'est que ça se fait précisément dans le mariage, c'est-à-dire dans tout ce qui peut avoir donné l'impression que la femme est emprisonnée, aliénée. Le mariage, la domesticité, elle a des tas de petits soucis de femme, de mère, de nourriture, de règles, toutes sortes tous ces soucis qui sont a priori symboles de l'aliénation sociale des femmes, et dans lesquels elle trouve sa liberté. Et c'est ça qui est peut-être le plus extraordinaire, parce que l'émancipation féminine, se fait souvent dans une volonté de renversement de toutes ces aliénations. Mais elle arrive à tout renverser sans renverser cela. Et ça, je pense que ça donne beaucoup de liberté. Ça donne beaucoup de liberté aux femmes quand on lit ce texte, de tout d'un coup de découvrir qu'à l'intérieur de cadres qui, de toute façon, on ne peut pas tous les faire voler en éclats, parce que même si on peut faire voler certains aspects de la domesticité ou du rapport aux hommes, on sera toujours quand même pris dans un langage qui est masculin, c'est-à-dire que je crois que c'est Cixous qui le dit, mais toutes les femmes sont bilingues d'une certaine manière, parce qu'elles doivent parler pour elles-mêmes, en elles-mêmes, mais elles doivent aussi parler cette langue ordonnée qui est la langue des hommes. Donc s'affranchir de ça, c'est le plus grand affranchissement. Et donc ce oui, c'est un oui essentiellement pour moi à ça, à ce renversement, à cette émancipation. C'est le oui de l'émancipation. Et donc on est loin du oui de l'échange des anneaux. En tout cas, on n'est pas seulement là-dedans, mais on est aussi dedans.
Bon, pour moi, ça va bien au-delà. C'est ni Joyce ni Nora, même si c'est aussi fait avec Joyce et Nora. Même si on n'a malheureusement plus les lettres de Nora, on les connaît un peu. On sait que, par exemple, elle n'utilisait pratiquement pas la ponctuation. Donc on retrouve ça dans le monologue non ponctué, hein, c'est 8 longues phrases, mais sans point. On sait aussi, on le voit dans les lettres de Joyce lui-même à Nora, mais on sait aussi que les siennes étaient très crues, qu'elle était capable de parler sans, voilà, de manière très crue du corps, de son désir, de ses émotions. Donc bien sûr qu'il a écrit avec Nora, avec sa relation avec elle. Mais il a aussi écrit, inventé une écriture femme absolument inconnue. Voilà, c'est le travail d'un immense écrivain qui est capable de devenir tout autre chose que ce qu'il est. Et évidemment de transformer aussi sa femme en tout autre chose de ce qu'elle est pour toucher dans la particularité absolue de ce qu'est cette langue et de ce qu'est cette femme, toutes les femmes, toutes les particularités de toutes les femmes. C'est sûrement pas un universel, c'est sûrement pas une généralité, mais c'est la possibilité de toucher le particulier de toutes. Et évidemment, en touchant le particulier de toutes, toucher le particulier de tous aussi. Mais c'est immense. Et donc, ça le dépasse complètement. Je veux dire, quand on lit les lettres de Joyce à Nora, on lit quelque chose qui est cette relation, qui a son aspect intime, social, etc. Là, on lit bien autre chose. On lit un immense poème. J'ai eu la chance de pouvoir traduire ce texte et rendre le texte à sa vraie crudité qui est dans le texte anglais. Et on voit bien que une femme si libre et qui parle si librement, si crûment du sexe, qui se sent qui parle à partir de son corps, c'est quelque chose d'insupportable. Et ça a été insupportable pour les premiers lecteurs, ça a été insupportable pour les premiers commentateurs. Et il y a une jeune chercheuse dont j'ai lu le mémoire récemment qui a travaillé sur la comparaison des deux traductions existantes, donc celle de Morel qui est faite en 29 et puis celle que j'ai pu faire donc en 2004. Et elle montre comment cette insupportabilité fait que Morel il fait taire constamment Molly Bloom. Et c'est assez bouleversant à lire. Cette analyse très précise, parce qu'elle montre comment, par le moyen de restauration d'une certaine correction grammaticale, ou alors même ça peut aller jusqu'au contresens, eh bien, il étouffe sa voix. Il la rend une espèce de femme bourgeoise, adultère, empêtrée dans ses soucis domestiques. Il est incapable, mais je dirais c'est pas lui en tant que tel, c'est pas de sa faute. Lui, il fait l'effort, c'est monstrueux de pouvoir de traduire ça. C'est pas la question de condamner sa traduction, mais c'est de montrer que à ce moment-là, c'était impossible à entendre, et donc c'était impossible à lire, et donc impossible à traduire. Et elle pointe, par exemple, un contresens que fait Morel. C'est un passage où elle raconte comment elle s'ennuie pendant les scènes, pendant les scènes, c'est pas des scènes, c'est pendant l'amour. Et donc ça se termine par pretending to like it till he comes. Donc qu'on comprend évidemment comme faisant semblant d'aimer ça jusqu'à ce qu'il jouisse. Eh bien, Morel, par un contresens quand même incompréhensible pour nous aujourd'hui, dit que c'est Léopold qui simule. Il traduit par Léopold prétendant aimer ça jusqu'à ce qu'il jouisse. Il ne comprend pas que c'est évidemment la femme qui simule, parce que évidemment on comprend. Et c'est évidemment ce qui est écrit. Mais c'est insupportable à ce moment-là. Ça ne peut pas s'entendre. C'est trop cru, c'est trop libre, ça vient trop d'elle. Ce passage où il est question donc de l'enfant qui est mort à quelques mois, donc 11 ans auparavant, c'est un passage qui est totalement bouleversant. Et il fait écho à un autre passage très bouleversant
où c'est Léopold qui s'en souvient. C'est Bloom qui s'en souvient, c'est dans Cyclope. Et surtout, c'est un moment où il est dans des discussions avec des gens très avinés et qui se moquent de lui. Et il se moque de lui et il se moque aussi de son incapacité même à faire un enfant mâle. Et donc il l'accuse d'avoir été incapable d'avoir un enfant, un fils vivant. Et j'ai traduit aussi ce passage. Et je me souviens, c'est des choses qu'on peut ressentir quand on fait de la traduction, qui est quand même un acte d'interprétation très puissant, où on se met quand même vraiment à la place des personnages, enfin surtout dans un texte comme celui-là. Et je me suis surprise à dire intérieurement « taisez-vous » à ces voix de personnages insupportables qui accusaient Bloom, qui le traitait de juif, qui le traitait d'incapable, qui le traitait d'impuissant. Et j'avais été très bouleversée en traduisant ce passage. Et quand j'ai retrouvé dans le texte de Molly, dans la voix de Molly, cet épisode de la perte de l'enfant, j'ai été aussi très bouleversée. Je crois même que j'ai pleuré un peu en le traduisant. Et là aussi, il fait l'objet de deux traductions très très différentes. C'est-à-dire que Morel ne restitue pas du tout l'émotion. Il ne restitue pas l'émotion parce qu'il dit, de toute façon, il dit à quoi bon se lamenter pour un être qui n'était rien. Alors c'est complètement contradictoire parce que si c'était un être, c'est pas rien. Et moi j'ai traduit par sur pourquoi se lamenter sur quelque chose qui n'était ni un être ni rien. Et qui du coup rend compte de cette espèce de folie où on ne peut plus rien nommer. Et effectivement, là il y a un trou. Parce qu'elle ne peut plus, même elle qui est capable d'être sujet de son langage, d'inventer son propre langage, là elle ne peut pas. Et donc il lui manque quelque chose, et il lui manque les mots, elle peut tout faire avec la langue, elle peut bouleverser l'ordre, etc. Mais là il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui est indicible, et ça apparaît. Et c'est vrai que Annou Grimbert, elle a magnifiquement rendu ça dans son interprétation. Et j'ai beaucoup dialogué avec elle, parce qu'il y a des choses proches entre donner voix en étant actrice et donner voix en étant traductrice. Et elle comprenait très bien aussi qu'elle disait une langue qui était à la fois évidemment celle de Joyce, mais aussi un peu la mienne, puisque voilà, en français, elle le disait en français. Et donc ça, elle en a eu une grande conscience, alors que d'autres actrices qui ont interprété ce texte, pour elles, ça ne changeait rien, c'était la même chose. En anglais, en français, Joyce, la traductrice, c'était la même chose. Alors qu'en fait, il y a une couche d'interprétation supplémentaire, c'est comme, c'est presque un relais. Et donc on a beaucoup dialogué et voilà, elle a beaucoup réfléchi à ce que c'était que cette parole, ce que c'était que cette langue. C'est une magnifique interprétation qu'elle a donnée. Et ça me fait penser que ça m'a aidé à répondre à une question qu'on me pose souvent et dont les réponses sont vraiment difficiles à apporter ou souvent insatisfaisantes. Est-ce qu'il faut être une femme pour traduire ce texte ? Et j'ai souvent pensé intuitivement que oui, il fallait. Et là, le travail de cette jeune chercheuse qui s'appelle Lou Gons et qui a comparé les traductions me montre que oui, c'était préférable. Et alors évidemment, on me répond oui, mais Joyce c'était un homme. Mais oui, mais Joyce c'est pas un homme quand il écrit ça. C'est un écrivain, il est capable d'être tout et toute. Et en revanche, quand on traduit, on n'est évidemment pas toutes et toutes. On parle pour une langue, on s'adresse directement, alors que l'écrivain il s'adresse pas. Il s'adresse pas directement, il s'adresse à tous ou à rien. Et un élément de réponse qu'on peut apporter, c'est que on voudrait pas que à la place de nous Grimbert, il y ait François Martouret ou je ne sais qui. On trouve normal que ça soit une femme qui joue Molly. On sait que dans certaines cultures, il y a des rôles de femmes qui sont joués par des hommes, mais c'est codé culturellement. Dans notre culture, dans la culture où évolue et où est possible cette langue, on trouve normal que ça soit une femme qui dise Molly. Et je pense que c'est exactement la même chose pour la traduction. Oui, c'est une femme, Molly, c'est une femme qui a une certaine confiance en elle,
qui a aussi une certaine confiance en son mari, au fond. Il ne faut pas oublier qu'il est là quand elle parle, hein. Il est couché à côté, il dort. Donc elle s'adresse à lui aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est impropre de dire qu'il s'agit d'un monologue, puisque c'est un texte constamment adressé. Donc c'est un texte qui est adressé à son mari, qui est adressé à elle-même, mais qui est adressé à toute la foule qui est en elle. Et en elle, il y a plusieurs, il y a des milliers d'êtres, il y a ses enfants, mais il y a aussi tout ce qu'elle peut être, toutes ces virtualités. Donc elle est, à la fois, il y a l'autre femme est toujours présente, mais il y a quantité de femmes en elle. Et donc, elle s'adresse à ces femmes qui sont en elle, qui peuvent être des rivales, qui peuvent être des amies, qui peuvent être une fille, parce que bon, elle parle aussi de sa fille Millie. Il y en a qui sont réelles et d'autres qui sont des puissances. Et en effet, elle absorbe d'une certaine manière l'autre. Alors d'un point de vue social, on pourrait dire que oui, c'est une femme qui a confiance en elle, qui a confiance d'une certaine manière dans les liens du mariage, qui n'a pas, qui n'a pas une peur totale de ce qui va arriver. Mais la femme jalouse en elle, disons, elle la contrôle aussi, hein, parce qu'elle est capable de s'adresser, de la contenir en fait. Hein. Je dirais qu'elle elle est capable d'absorber l'autre femme, c'est elle aussi. Hein. Et donc il y a à la fois cette dimension sociale où elle contrôle parce qu'elle a confiance, et puis il y a une dimension beaucoup plus fantasmatique où elle absorbe l'autre. Y compris l'autre, l'homme, pas seulement les autres femmes, mais l'autre femme qui est l'homme ou que devient l'homme dans son discours. Il y a un mouvement donc du monologue qui est un mouvement circulaire, donc évidemment qui reprend, qui ouvre et qui ferme par le oui, mais un mouvement circulaire aussi où elle descend plus profondément dans son passé et où elle devient, en fait, elle a l'âge de sa fille, en fait, donc elle redescend dans ce passé, donc Gibraltar qui est un peu ramené à quelques gros mots, hein. C'était le fort militaire, les soldats évidemment, qui excitaient son imagination ou ses fantasmes de jeune fille, l'uniforme, on a tout ça, ses premiers amoureux, des militaires bien sûr, tous les premiers jeux, et puis tout d'un coup, progressivement, son devenir femme, hein, c'est ce devenir femme qui est mis en scène, qui évidemment, qui est le devenir femme qui pourrait caractériser l'ensemble du monologue, mais qui là est traduit dans sa propre histoire, et qui donc donne lieu à une incroyable montée lyrique. Hein, c'est absolument magnifique, la manière dont presque les battements de cœur deviennent le rythme même de son langage, et la manière dont la fragmentation ou l'explosion langagière auparavant peut être interprétée comme du désordre, comme de la révolte, comme toutes sortes de choses. À ce moment-là, ça devient du pur lyrisme. C'est-à-dire que là, c'est l'accomplissement du poème. Il n'y a plus rien de choquant, c'est complètement accompli. Et le oui de la demande en mariage, c'est le oui au devenir femme. Et ça va bien au-delà de simplement le devenir femme en tant que femme sociale. Et ça, on le voit dans la langue. Enfin, c'est tellement beau, la fin, cette puissance lyrique.